Bonsoir à toutes et à tous, une nouvelle émission Vue d'Auvergne dans un lieu d'exception. Nous sommes donc à l'hôtel de Chazera, siège de la DRAC Auvergne, la Direction régionale des affaires culturelles. Merci à Pascal Migneret, directeur régional adjoint des affaires culturelles, et à ses équipes de nous avoir accueillis depuis ce matin, 9h, 9h30. Un merci particulier à Franck Riester, ministre de la Culture, pour le soutien et la reconnaissance qu'il a récemment accordé à notre collection au nom de la valorisation du patrimoine. Son interview est à retrouver sur la chaîne YouTube Vue d'Auvergne, Marc Production, vous envoyez quelques images. Nous sommes nombreux, d'où l'obligation d'avoir installé un second écran dans un autre salon d'honneur de l'hôtel de Chazera. Ce soir, notre thématique, les success stories. Les lieux où nous sommes sont uniques. J'ai cherché, nous avons cherché, et le personnel de la DRAC me l'a confirmé, c'est quasiment un lieu unique en France, eu égard aux institutions qu'il aura abritées tout au long de son histoire. D'abord, c'est la demeure d'Antoine de Chazera. Et à la Révolution, cet héritier de la noblesse française, qui a immigré, comme d'autres bien sûr, eh bien, récupère son bien un peu plus tard. Mais entre-temps, le lieu devient mairie. La municipalité de Clermont-Ferrand l'acheta pour y installer ses services administratifs. Puis, l'hôtel abrita l'évêché jusqu'à la loi de séparation de l'Église et de l'État. Pendant la Première Guerre mondiale, il fut utilisé comme hôpital. Après la guerre, il fut occupé par la faculté des lettres, qui resta jusqu'à son installation en 1937 dans le bâtiment que l'on connaît tous de l'avenue Carnot. Et il devint également perception, enfin trésor public, et on m'a même confié qu'il y a toujours 2 coffres-forts dans les caves de l'hôtel de Chazera. C'est un lieu unique, et en 1972, eh bien, l'hôtel de Chazera est devenu direction régionale des affaires culturelles. L'hôtel est inscrit comme monument historique depuis 1926, notamment grâce à ses façades, toitures, cours ovales, terrasses, les grands salons où nous sommes aujourd'hui les uns et les autres, et les bureaux attenant également la salle qui nous est réservée tout à l'heure pour le cocktail. Vous connaissez, mesdames, messieurs, le principe de notre collection Vue d'Auvergne, une collection qui est basée sur une mise en valeur d'un thème, de personnes qui l'incarnent et d'un ou plusieurs territoires de la région Auvergne. Ce soir, nous avons souhaité vous montrer des images d'archives de notre collection qui a déjà 7 ans, d'où l'importance de parler d'archives. Merci à nos partenaires, merci entre autres, j'aurai l'occasion de les citer tous, mais partenaire dès le départ, le Conseil régional d'Auvergne, dont je salue l'un de ses représentants, M. Brenas. Image inédite de la cathédrale de Clermont. Nous avons été les premiers et les seuls à la date d'aujourd'hui à faire voler un drone dans la cathédrale de Clermont.
que de bons souvenirs. Et là, je fais un clin d'œil à Georges Abicatar, mon complice des premières heures de Vue d'Auvergne, qui est dans la salle. Merci Georges, ça me fait très plaisir que tu sois avec nous ce soir. Souviens-toi, quand le drone a décollé dans la cathédrale, le nuage de poussière qui est arrivé avec lui. Et je vais même vous faire une confidence, puisque maintenant il y a prescription. Lorsque nous avons projeté le film quelques mois plus tard, après le montage, nous étions dans l'amphithéâtre du groupe Michelin qui ouvrait ce lieu pour la première fois à des privés. Il y avait le préfet, il y avait monsieur Sénard, il y avait l'archevêque. J'étais entre monsieur Sénard et l'archevêque. L'archevêque voit les images, comprend que c'était fait avec le drone, et il se tourne vers monsieur Sénard et dit « Là, je comprends que les miracles existent. Le drone n'est pas passé à travers les vitraux. » Bonsoir Laure Bronas-Baudry, Vue d'Auvergne Success Story débute avec vous. Vous êtes présidente de l'entreprise Centre Spécialité Pharmaceutique, CSP. CSP qui est une grande et belle histoire de famille, l'histoire de votre famille. Tout commence en 1951 avec votre grand-père, Marcel Baudry, qui se positionne comme dépositaire pharmaceutique. Quelle est son idée au démarrage? Est-ce qu'il a l'idée aussi de faire ce qu'est devenue l'entreprise? Alors bonjour, merci déjà de m'avoir conviée. Écoutez, c'est une belle histoire, l'histoire de mon grand-père, puisqu'il était homme à tout faire dans une pharmacie à Clermont-Ferrand, une des plus grosses pharmacies. Et comme c'était quelqu'un de curieux, il regardait ce qui se passait et il s'est aperçu qu'il y avait vraiment des choses à faire pour les livraisons des médicaments et pour assurer la logistique bien particulière. Toute cette logistique et la livraison n'existaient pas. Il y avait des choses qui étaient en place, mais ce n'était pas suffisamment organisé. Et donc, étant donné qu'il avait très peu de moyens, il a commencé avec une remorque et un vélo. Et il a commencé à livrer. Et c'est lui qui allait livrer ? Et c'est lui qui allait livrer. Et il a vraiment commencé tout petit, et avec beaucoup d'énergie, avec une volonté et puis une force de travail qui était vraiment remarquable. Il a développé son entreprise, il a acquis des bâtiments pour pouvoir ensuite gérer cette activité au sein même de Clermont-Ferrand. Au départ, c'était carrément dans Clermont-Ferrand. Et puis ça jusqu'en 1969, moment où mon père a repris l'entreprise. Il y avait à cette époque, je crois, 17 employés. Alors on va revenir. Et aujourd'hui, combien d'employés ? Aujourd'hui, 1300 employés pour CSP. Et puis avec un de mes frères, on a créé quelque chose d'un peu plus important et c'est un peu plus de 1500 employés. On va revenir sur l'intuition première et on parlera beaucoup d'intuition première avec l'ensemble de nos invités tout au long de cette soirée des Success Stories. En 1951, on vient de le comprendre, Laure Bronas-Baudry, c'était probablement une innovation au sens du service que de proposer une solution globale. Depuis, d'autres vous ont copié, d'autres sont sur la place, et néanmoins, vous restez leader. CSP reste leader dans son domaine. Comment réussit-on à ne pas se faire piquer les idées ? Ça, les idées, elles se piquent les unes les autres. Mais comment on réussit à rester premier ? Alors en fait, nous étions les plus petits quand on a commencé. On était vraiment les plus petits, et petit à petit, on a progressé. On a, je pense, grâce à l'innovation et au désir d'avoir toujours une qualité de service qui soit au top. Et toujours se dire que c'est bien, là, j'ai franchi une étape, mais c'est pas là où je veux rester, je veux aller encore un peu plus haut. Et puis se dire qu'on a toujours mieux à faire, se remettre en question en permanence. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est primordial, c'est ne jamais se croire arrivé, mais toujours être en mouvement. Même quand en fin d'année, les comptables nous montrent les bilans et que les bilans sont bons ? Alors d'abord, ils ne sont pas toujours bons. Après, ça dépend. Il y a eu des hauts, des bas. Je crois comme beaucoup d'entreprises, c'est jamais un long fleuve tranquille. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment très attentif et puis surtout très prévoyant. J'ai lu une interview de vous pour préparer l'émission, vous vous en doutez, je me suis un peu documenté. Vous faisiez allusion au développement de l'entreprise à l'international, avec également aujourd'hui des solutions beaucoup plus connectées. Et pourtant, vous dites que là où est la différence, c'est dans l'écoute ou par l'écoute du client. Ah, complètement. C'est signé Laure Bronas-Baudry.
En fait, moi j'ai commencé, mon mentor, c'était mon père, qui a dirigé l'entreprise et qui l'a mené de 17 personnes à plus de 600 personnes quand il a laissé, il a pris sa retraite. Et vraiment, ça a été mon mentor. Et une des choses qu'il disait, c'est le client a toujours raison. Le client, on lui doit la qualité et on doit être à son écoute en permanence. Même quand il est pénible ? Même quand il est pénible. Ça parle. Ce que vous venez de dire, ça parle à plein de gens dans la salle. Il y a plein de chefs d'entreprise. Voilà, donc c'est un point qui est extrêmement important, être à l'écoute de nos clients. On est là pourquoi ? Parce qu'on a des clients. Si on n'a plus de clients, on n'a plus de raison d'exister. On va parler de votre famille. J'ai dit que c'était CSP, c'est une belle histoire de famille, une grande famille Baudry. Vous êtes vous-même pharmacien. Vous pouviez faire autre chose, autrement, travailler ailleurs, ou alors très vite on vous a dit « Laure, tu iras bosser à CSP ». Alors absolument pas, ça a été un choix de ma part. Donc moi j'ai 3 frères également. Je suis la seule à avoir fait pharma. Et je pense que dès le départ, j'étais très attirée par l'entreprise, par ce qu'on pouvait y faire. Et par contre, je ne pensais pas du tout prendre un jour la présidence. Mais bon, qu'est-ce qui vous a donné l'envie à un moment donné, ou qui a fait que vous vous êtes dit « Pourquoi pas moi » ? En fait, je présume qu'on ne se lève pas un matin en disant « Je vais prendre la présidence du groupe ». Non, en fait, on a eu un très grave incendie en 2008. Et suite à cet incendie, en fait, les banquiers, les assureurs nous ont dit mais là, 9 entreprises sur 10 mettent la clé sous la porte après ce que vous avez vécu. Donc on a dit non, nous, on veut pas faire ça. Donc on s'est battu. Et en fait, c'est 1 an après cet incendie, quand on s'est retrouvés vraiment en difficulté, où là, mon père m'a demandé de prendre la présidence, ce que j'ai accepté après avoir un peu hésité, je l'avoue, parce que c'était un challenge très important. Et c'est vrai que grâce à l'équipe formidable qui travaille avec moi au quotidien, et ça, mais les hommes, les femmes qui sont autour de nous dans nos activités professionnelles, c'est, je pense, ce qu'on a de plus précieux dans une entreprise. Et c'est grâce à eux, grâce à toute l'énergie qu'on met tous ensemble, qu'on a réussi à surmonter cette épreuve très difficile, très délicate, et qu'on est maintenant, aujourd'hui, encore de ce monde au niveau des dépositaires. Comment réussit-on à ne pas faire vivre 2 clans par la force des choses, celui des collaborateurs et puis celui de la famille Baudry ? 2 clans ? Non, j'ai pas un sentiment de clan. Justement, vous prévalez de ça, vous refusez ces clans. Oui. Vous faites attention à ce qu'il n'existe pas. On fait attention à ce qu'il n'existe pas, oui, bien sûr. J'ai un frère qui travaille avec moi, j'ai ma fille maintenant, la 4e génération, qui est rentrée dans l'entreprise, et j'en suis très heureuse et très fière. Et pour autant, je crois qu'on a tous fait nos preuves, on a tous commencé petit à petit, et puis surtout, il n'y a pas de différence dans les discussions. Alors je pose ma question autrement. Est-ce qu'il y a une exigence supplémentaire parce que vous êtes une fille Baudry ? Ah ben forcément. Forcément. Mais c'est valable partout, pour tout. Quand vous êtes fille ou fils d'eux, on vous a dans ligne de mire, là. Vous regardez qui en disant ça Attention, vous pouvez... on n'a pas le droit à l'échec. On n'a pas droit à l'échec. Ou alors, après, c'est compliqué à gérer, j'imagine. Comment le groupe va encore se développer ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de vos envies, de vos projets, de vos aventures nouvelles ? Alors, avec mon frère Stéphane, on s'est rapproché, on a rapproché les entreprises, donc les entreprises de transport que lui, il dirige, moi, l'entreprise de logistique. Et c'est vrai qu'on a des ambitions, notamment au niveau européen. On a déjà développer nos structures, nos différentes structures en Belgique, au Benelux d'une façon générale. Et on a des ambitions un petit peu plus vastes et on voudrait couvrir l'ensemble de l'Europe.
Donc oui, on est à l'affût de toutes les opportunités. Et on en reparlera, probablement. J'espère. En tout cas, un grand merci, madame, d'être venue, Merci parce à que vous. je sais que la discrétion est aussi de mise dans votre famille. Je vous ai souvent fait cette invitation ce soir. Voilà, nous avons fait l'entretien. Merci beaucoup, madame. Merci. Là aussi, d'autres souvenirs liés aux archives de Vue d'Auvergne à travers le vol de drone dans le fameux toboggan des pistes Michelin. Nous avions été, hors la manufacture bien sûr, les premiers à faire ces images. Claude Aubert, merci d'être avec nous. Bonsoir Marc-Alexis, bonsoir tout le monde. Bonsoir Claude, vous êtes un des dirigeants du groupe Gestion 4. En septembre, devant 1400 personnes à la Grande Halle d'Auvergne, nous avons fêté ensemble le 45e anniversaire du groupe. C'est quoi le secret d'une entreprise qui dure ? Je pense que Laure en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, je crois que c'est les hommes. Les hommes et avant tout les hommes, c'est la confiance entre les collaborateurs, entre les dirigeants, la confiance entre les anciens experts comptables, les jeunes experts comptables, la transmission. On va revenir sur la transmission, on va revenir sur la nouvelle génération qui prend les rênes aujourd'hui. Chaque chose en son temps, vous êtes en train d'en regarder là derrière mon épaule. Oui. Hein, voilà. Vous allez lui donner un petit conseil aussi tout à l'heure. Pourquoi vous, vers l'expertise comptable, le commissariat aux comptes ? Alors, donc, je l'avais expliqué lors des 45 ans, c'est un oui, choix, mais on n'y était pas tous. Voilà, donc voilà. C'est un choix de vie que j'ai On avait fait une répétition pour les 45 ans. C'est un choix de vie que j'avais fait quand j'étais jeune. Donc, j'ai fait l'école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand. Et après, j'ai fait un diplôme d'expert comptable, bien sûr. Mais quand j'étais à la sortie de l'école de commerce, je me suis projeté en me disant, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux aller dans une entreprise ? Ça pouvait être Michelin, mais ça pouvait être n'importe quelle entreprise de France et de Navarre. Et au final, j'ai dit non. Je veux rester à Clermont, je veux rester dans ma région et avec ma famille. Et donc j'ai fait le choix d'un métier, expert comptable en l'occurrence, qui me permettait de réaliser ce choix. Est-ce que l'accompagnement, on parlait tout à l'heure avec Laure Brunat justement de l'accompagnement au moment du bilan comptable, qui n'est pas toujours bon, comment on se projette quand on est expert comptable et qu'on doit dire la vérité à un dirigeant ? Ça, je pense que, si vous voulez, avec un dirigeant, on essaie d'établir une relation de confiance. On essaie entre guillemets, de l'aider. Et donc, il y a des bonnes choses à dire. Et il y a forcément, dans une vie d'entreprise, des mauvaises choses à dire. Parce que dans une entreprise, il y a des cycles, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des cycles qui peuvent correspondre au métier. Dans l'industrie, tous les 6 ans ou 7 ans, on sait très bien que ça va plonger, si vous voulez. Et donc, du coup, il faut, expliquer ça au client, le rassurer et anticiper. Et après, il faut communiquer avec les banquiers également. Ça fait 2 fois qu'on parle des banquiers. Il y en a quelques-uns dans la salle. Il y en a quelques-uns. Mais le banquier que vous regardez les uns et les autres, il n'est pas là en tant que banquier. Ouais. Il est là en tant que président de la marque Auvergne, Nicolas Nuget. Voilà. Merci Nicolas d'être avec nous. Je te sauve comme je peux. Tu remarqueras. Je ne l'accusais pas. Non, pas du tout. Claude Aubert. Oui. Une entreprise aujourd'hui qui se lance, elle doit faire attention à quoi ? Et une entreprise qui est sur les rails, elle doit faire attention à quoi ? Alors, une entreprise qui se lance, la première chose, c'est d'avoir un marché et des clients. Donc, c'est déjà, je pense, quelque chose de primordial. Et la deuxième chose, c'est d'avoir des collaborateurs et des hommes qui vont lui permettre de réaliser un objectif. Et après, je dirais, on s'entoure de conseils, que ce soit des avocats conseils juridiques, des experts comptables, des avocats tout court, des notaires, parce que ça a son importance également, et des banquiers. Le métier, il évoluera comment ? Là aussi, la connectique, le numérique lui confère aujourd'hui une autre marge de manœuvre, peut-être plus de facilité, peut-être plus d'outils, mais peut-être aussi un éloignement avec le client. Alors le métier, il est comme je pense tous les métiers de service, mais pas que les métiers de service, les métiers de l'industrie également, je dirais c'est une évolution qui est liée à l'outil informatique. Il y a 30 ans ou 40 ans, on ne raisonnait pas comme aujourd'hui. L'outil informatique permet de réaliser de plus en plus de choses et de plus en plus rapidement. Donc ce qui veut dire que dans notre métier comme dans toutes les
tâches à faible valeur ajoutée vont disparaître. Donc l'objectif de notre métier, c'est de se concentrer sur le service, sur la valeur ajoutée et le contact client. Et de rester le plus haut de gamme possible, je dirais, à ce niveau-là. Vous regardiez justement tout à l'heure dans cette direction, parce que la nouvelle génération arrive. Alors, vous ne la quittez pas, si j'ai bien compris la réponse que vous m'avez proposée devant 1400 personnes à la Grande Halle. Vous restez. L'objectif, c'est que je me sens effectivement encore en forme, je me sens l'envie de continuer, parce que je dirais le métier que j'exerce, c'est pour moi un beau métier, le contact avec mes clients, d'être au quotidien avec eux, avec mes collaborateurs. C'est un vrai plaisir, si vous voulez. Et donc, j'ai transmis, je pense, ce contact et puis cette envie à toute la jeune génération. Et donc, on essaie de pérenniser Gestion 4. Alors, qu'avez-vous envie de dire à la jeune génération qui arrive ? Ce que je voulais lui dire, les relations avec les hommes, les relations avec ses associés, les relations avec ses collaborateurs, les relations avec ses clients. Voilà, ce qui est le plus important. La technique, soyons clairs, la technique, les machines en font de plus en plus. Après, ce qu'il faut, c'est qu'on soit, nous, très forts, je dirais, dans tout le conseil, les montages, la fiscalité, le social, le droit de la famille, etc. Être un généraliste de notre métier. À plusieurs associés, vous avez monté également un très gros groupe, plusieurs dizaines de salariés. Quand vous entrez aujourd'hui, le matin, dans votre bureau, vous faites le tour des bureaux. Est-ce que vous pensez aussi à ça, Claude Aubert ? Alors, il m'a déjà posé la question, donc du coup, c'était lors de la répétition. J'ai déjà répondu, Marc-Alexis, quand j'arrive sur le parking de Gestion 4, je suis fier. Je suis fier des équipes, des associés, des clients, du site. Voilà, je veux dire, ça fait plaisir. Voilà. Merci, Claude Aubert. Image du château du Beau chez le prince Charles-Henri de Lobkowicz. Nos soirées d'exception vues d'Auvergne se déroulent à raison de 5 par saison. Pour ne pas les manquer, mesdames, messieurs, avoir des places systématiquement réservées et la possibilité aussi d'en faire profiter à vos amis ou d'en faire profiter à vos prospects ou clients, vous pouvez adhérer au club VIP Vue d'Auvergne. Vous aviez sur votre chaise ce petit document ce soir, une information en ce sens. Plusieurs d'entre vous nous ont rejoints au club VIP Vue d'Auvergne et je les en remercie personnellement. C'est une véritable marque de confiance et de soutien à notre travail. Rémi Bourdier, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Rémi, président du groupe Auviance. C'est un groupe qui est basé sur une chaîne de compétences intégrant des prestations de services liées à l'énergie et à l'environnement, notamment. Mais si vous voulez présenter Auviance autrement, il n'y a pas de souci. Vous avez débuté quasiment dans quelques mètres carrés, m'avez-vous confié, les mains dans le charbon, et aujourd'hui vous animez un groupe de plus de 1200 personnes. De quoi vous souvenez-vous du démarrage dans ces quelques mètres carrés, je crois que c'était même votre garage, et auquel vous pensez et qui vous anime encore tous les jours ? Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci de l'invitation dans ce lieu majestueux. J'y repense de temps en temps. J'y repense notamment comme Claude, quand je rentre sur le parking de l'entreprise, je m'arrive assez régulièrement de me remémorer ces moments passés dans ce petit bureau à Landes, dans mon pavillon. 9 mètres carrés exactement. Voilà, c'est pas énorme. Précis, hein, c'est pas énorme. Et aujourd'hui, le bureau, il fait combien ? Il est un peu plus grand. Mais bon, la réussite ne se juge pas à la grandeur du bureau, loin s'en faut. Je rebondirai aussi, j'ai aussi le même sentiment, avec toute l'humilité que ça peut comporter, mais d'une fierté absolue
du parcours, certes, mais aussi de cette énergie que j'ai pu donner à l'ensemble des collaborateurs qui m'ont permis de faire ce qu'est le groupe et d'avancer dans cette aventure. Vous avez avancé avec d'autres, avec des collaborateurs, et puis au démarrage, il y a bien eu aussi, il y a votre personne. Il y a quelques semaines, sur la scène de l'Opéra, pour les 20 ans de plateforme initiative, vous avez été mis à l'honneur car vous avez bénéficié justement d'aides, d'initiatives pour lancer votre activité. Initiative comme d'autres structures, vous en présidez une aujourd'hui, une structure associative, sont des organismes qui permettent de lever des fonds auprès des banques. Moi, j'ai une question à vous poser. On a égratigné un petit peu les banquiers. Qu'est-ce qui fait, je ne vais pas les égratigner moi, qu'est-ce qui fait qu'un banquier va être sensible à un projet? Est-ce parce qu'il aura en face de lui quelqu'un qui va faire la différence et que le même projet porté par quelqu'un d'autre, ça ne passera pas? Absolument. D'abord, on n'a pas à les égratigner parce que sans eux, rien n'est possible. Il faut d'abord partir de ce postulat. Et effectivement, tout projet est porté par un homme. Ou une femme. Non, mais bien évidemment. Désolé. D'abord par une femme. Madame Bronas me fait signe, au premier rang. Désolé, Laure. Tout projet est porté par un individu. Par un individu, et c'est effectivement, le banquier a confiance avant tout en l'individu qui va porter le projet. Et ça se travaille, avant ça tout, avant l'individu, quel que soit le projet. En l'occurrence, le mien était un petit peu fou, mais j'avais une manière de le présenter comme une évidence, que finalement, ils m'ont suivi. Racontez-nous, le projet fou et la manière évidente. Je peux d'autant plus en témoigner, puisque ce projet, il y a eu plusieurs... la naissance ou l'aboutissement, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, de ce projet-là est passé par plein de périodes, des hauts actuellement, effectivement, ça va pas mal, mais surtout des bas. Et c'est surtout dans ces moments-là qu'on apprécie la présence de ses partenaires financiers et banquiers. J'en parle d'autant plus facilement que un qui m'a aidé au moment où ça allait très très mal, il est présent dans la salle et il m'a fait confiance alors que justement, je me souviens de cette phrase, il avait dû la qualifier, ce projet est tellement fou qu'on va y aller. Voilà. Faites attention, ça veut c'est dire moins que vrai maintenant. C'est moins vrai maintenant. Faut un grain de folie pour se lancer dans de telles aventures. Celle de l'entrepreneuriat. Ça, c'est une excellente question. Est-ce qu'un grain de folie, peut-être un petit peu, déjà être chef d'entreprise et partir dans ces aventures, il faut peut-être un grain de folie, mais surtout avoir une envie absolument viscérale de se lancer dans la création ou reprise d'entreprise. C'est ce que je dis à mes jeunes lauréats de Réseau Entreprendre. Si j'ai un seul conseil en général à leur donner, c'est la création ou la reprise, ça ne doit pas être un choix. Il faut que ce soit une évidence. 1200 personnes aujourd'hui dans le groupe ? 1200 personnes actuellement de CDI et 300-400 CDD qui viennent compléter l'ensemble des équipes sur le territoire. Alors, je n'ai pas téléphoné aux 1200 personnes, mais j'ai posé la question à plusieurs qui m'ont dit que vous étiez un peu un patron atypique parce que le matin, justement, vous prenez beaucoup de temps pour faire le tour des bureaux, pour aller saluer les personnes que peut-être vous ne reverrez pas ensuite dans la journée ou même peut-être pendant 3-4 jours. Vous pourriez déléguer ce rôle au chef d'équipe ? Alors ça, c'est une sorte de frustration quand un groupe grandit. Quand on était jusqu'à 25-30, je les connaissais tous. Je connaissais leur histoire, ils connaissaient mon histoire. On se connaissait, on savait tout l'un sur les autres. Là maintenant, bien évidemment, je ne connais pas tout le monde, malheureusement, et j'ai même publiquement, je vais avouer, une certaine honte. Sur les 33 agences de France, j'en ai pas vu la moitié. Pour vous dire à quel point je ne peux pas être partout, mais je vais arriver sur une autre valeur absolue qui permet d'avancer, c'est savoir déléguer à des valeurs en entreprise, savoir déléguer aussi l'énergie qu'il faut mettre sur l'ensemble du territoire. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul, sinon on devient un goulot d'étranglement et on ne peut pas se développer. Alors pour répondre à la question du matin, oui, effectivement, je passe du temps pour voir tout le monde. Alors au siège, on n'est que 50, ce qui me permet de pouvoir le faire et de ressentir si ça va bien, si ça ne va pas. Vous le voyez tout de suite.
vous ressentez si votre collaborateur est dans l'énergie quotidienne que vous le souhaitez et pour lequel vous vous battez, pour les emmener avec vous, si vous ressentez que cette énergie n'est pas là, tout de suite, on en discute et on essaye d'évacuer le problème. C'est ça le secret d'une vie d'équipe réussie ? Je ne sais pas si c'est ça le secret, en tout cas c'est ma manière de fonctionner. J'aurais aimé l'extrapoler de manière plus large au niveau national, c'est juste pas possible. C'est difficile, il n'y a pas de recette sur le succès entre guillemets, si on peut parler de... J'ai du mal à qualifier ce que c'est un succès. Pour moi, c'est juste se faire plaisir dans ce qu'on fait, c'est déjà bien. En tout cas, c'est un très beau succès que celui du groupe Oviance. Merci, Rémi Merci Bourdier. Marc-Alexis. On poursuit nos émissions ici depuis l'hôtel de Chazra, lieu siège de la DRAC. Vue d'Auvergne, c'est aussi un livre qui s'intitule Remarquable Auvergne, un livre rendu possible grâce à l'un de nos partenaires Enedis. Je salue et je remercie justement Pierre-François Mangeon, le délégué territorial de Enedis qui est dans la salle. Je le remercie pour son soutien dans la réalisation de cet ouvrage. Il montre, le livre, il montre et raconte quelques-uns des lieux d'exception que nous avons filmés, que nous avons racontés. Ce livre est en vente ce soir par l'intermédiaire de nos collaborateurs. Faites-lui bon accueil, s'il vous plaît. N'hésitez pas à le leur demander tout à l'heure pour vous, pour offrir au moment de Noël, pourquoi pas en guise de cadeau d'entreprise. Le prix est dégressif. On vous livre les livres et la TVA est récupérable. En Auvergne, c'est pas mal de dire ça comme ça. Quoique la TVA, elle est récupérable un peu partout sur le territoire français. Laurent Carreda, merci d'être avec nous. Groupe Alméris, groupe Be Wise. Laurent Carreda, comme Laure Brenas tout à l'heure, comme Claude Aubert, comme Rémi Bourdier à l'instant, ce sont des gens, voilà, quand on les a au téléphone, il faut leur dire, Vue d'Auvergne, c'est telle date. Et si vous saviez comment j'ai réussi à vous avoir tous les quatre au téléphone, vous avoir au téléphone, c'était facile, mais vous avoir tous les quatre ce soir, je peux le raconter. J'ai téléphoné d'abord à Laure, qui m'a dit OK. Donc j'ai téléphoné à Laurent en disant c'est toi qui vas commencer, mais en fait les autres ils ont dit oui, donc ainsi de suite. Et voilà, puis après j'ai appelé Rémi, les autres ils ont dit oui, alors que non, pas forcément. Et c'est comme ça que je les ai eus. C'est un vieux truc que m'avait expliqué le président Giscard d'Estaing quand j'ai commencé ma carrière de journaliste pour être sûr d'avoir qui nous voulons devant une caméra. Laurent Carreda, tout a commencé avec une activité appelée AJSP qui faisait un logiciel de tiers payant. C'est vous qui décrétez d'aller vers ce logiciel de tiers payant parce que ça n'existe pas ou ce qui existe sur le marché ne vous satisfait pas? Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Non, alors il y a une petite erreur. AJCP, j'avais un peu oublié. C'est beaucoup plus loin. C'est que lorsque j'étais étudiant, j'avais fait un logiciel de paye. De paye. Oui, et ça, c'était les années 80. C'est beaucoup plus loin. Donc, vous commencez par un logiciel de paye oui. En vous disant ça n'existe pas ou ce qui est sur le marché ne me plaît pas. Non, c'était le début de la micro-informatique. Il n'y avait pas vraiment de logiciel qui était encore sur le marché. Et donc, je voulais découvrir comment ça fonctionnait. J'ai eu l'occasion de le développer dans ce contexte. Mais c'était une activité d'étudiant. Je l'ai fait dans une entreprise avec des partenaires. Et puis ensuite, j'ai fini mes études. Donc, j'ai laissé cette activité en tant que telle. Le tiers payant qui fait votre renommée à un moment donné et qui propulse aussi votre aventure professionnelle vers le groupe que vous dirigez aujourd'hui. Alors ça, c'est la facilité. Je vais m'expliquer. En fait, à la fin des années 90, j'avais envie de lancer quelque chose dans le digital. J'avais réfléchi un peu au sujet. Je m'étais dit que voilà, la digitalisation, c'est pas le mot qu'on utilisait à l'époque, mais la montée en puissance de l'Internet, de l'informatique, ça allait devenir la grande affaire des années à suivre. Tout était digital déjà, au moins ponctuellement.
Et je me suis dit qu'il y avait un secteur gigantesque qui était finalement la capacité à traiter des données en temps réel. C'était vraiment une frontière technologique et dans un contexte de sécurité des transactions. Alors sécurité technique, mais aussi sécurité juridique. Et c'était une intuition voilà, qui était un peu fondée quand même. C'est la question que je vais vous poser. Au départ, c'est quand même une intuition. C'est une intuition, mais quand même un peu fondée parce que j'avais touché l'informatique dès le début des années 80, à titre d'amusement. Hein. Et quand je suis parti sur ce sujet-là, finalement, je me suis dit qu'il fallait commencer par ce qui était le plus compliqué, c'était le traitement des données dans la santé. L'État français contestait la capacité à traiter des données dans le domaine de la santé en disant qu'il fallait une loi spécifique. J'avais une lecture différente, donc je suis allé contre l'avis de la CNIL, j'ai expliqué pourquoi la CNIL, on a fini par tomber d'accord, et je leur ai dit qu'en fait ils n'avaient pas de contrôle d'opportunité, mais de conformité. Donc, comme on s'était un peu tendu, on a dû faire des choses un peu exceptionnelles pour ne pas se faire rattraper par la patrouille. Et ça a démarré comme ça. Et en fait, pourquoi dans la santé, pourquoi le tiers payant? Parce qu'il n'y avait pas d'acteur industriel, c'était vraiment archaïque. Je me suis dit que c'était plus facile de réussir là où les gens n'étaient pas très bons que là où il y avait une compétition plus forte. Vous parlez de la CNIL, mais on pourrait aussi parler de tous ces grands organismes privés ou d'État qu'à un moment donné, vous allez voir et vous tentez de convaincre. Quels étaient vos atouts pour aller dans la gueule du loup, j'ose dire les choses comme ça? Enfin, je pense deux choses. D'abord, une bonne compréhension, je pense, de l'évolution de court, moyen et long terme de l'informatique et du digital au sens large. Je pense qu'on a posé des concepts très forts au départ qui étaient une évidence comme le projet pour les banquiers. Et quand on arrive avec quelque chose qui finalement apparaît comme relativement simple, alors que c'était présenté comme complexe, les gens écoutent. Et lorsqu'ils se l'approprient, ils le comprennent, si on est à l'origine de cette démarche, ils finissent par se dire que c'est peut-être le bon acteur avec qui on peut travailler. Une question peut-être plus personnelle, Laurent Carreda. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de monde autour de vous. Vous avez un groupe important, vous aussi. Vous êtes un homme d'affaires. Est-ce que vous vous obligez à prendre du temps pour vous, non pas en tant que dirigeant, mais pour précisément être dans ce que je vais appeler le coup d'avant, pour surprendre vos concurrents, surprendre vos clients, mais peut-être aussi surprendre vos collaborateurs? Oui, alors, on va chacun là où c'est le plus facile. Moi, c'est comme l'eau, je trouve que c'est plus facile de suivre la pente. Donc, pour moi, c'est assez facile de penser le coup d'après. Donc, c'est amusant. Donc, je prends des bains souvent. Donc là, j'ai le temps de penser. J'essaie de prendre le temps de vivre. Soit je travaille beaucoup, soit je ne travaille pas. Et pour vous, c'est simple. Vous prenez naturel. Ce temps. Voilà, c'est naturel, ce n'est pas un effort. Et après, vous testez. Souvent, je teste. Souvent, en effet, c'est une surprise pour mes collaborateurs parce qu'on essaie d'innover beaucoup et dans beaucoup de domaines. J'ai aussi quand même autour de moi, et c'est quand même... c'est facile quand on a du répondant, du challenge. Les conversations rebondissent et finalement, c'est en rebondissant qu'on trouve le coup d'après. Souvent, les bonnes idées, il y a beaucoup de gens qui les ont en même temps dans le monde. Localement, peut-être pas, c'est sur un petit territoire. Mais les idées qui réussissent, elles sont rarement très originales. On les retrouve à beaucoup d'endroits. Après, les réussir, ils mettent un peu d'énergie, beaucoup d'énergie, de la constance, accepter de prendre des risques, accepter que ça ne marche pas du premier coup, continuer jusqu'à ce que ça marche. C'est rare qu'une bonne idée, si on accepte de se tromper et on relance, ne finisse par pas fonctionner. On parlait de grain de folie tout à l'heure avec Rémi Bourdier. Vous, votre folie, entre guillemets, c'est l'histoire des pierres, l'histoire de la Renaissance, les châteaux. Et vous avez concouru à la restauration avec d'autres amis, certains sont dans la salle. Vous avez, Benoît Reynaud notamment, vous avez concouru à restaurer le fameux château de la Chaux-Montgros qui est à Salède, dans le Puy-de-Dôme. C'est quoi cette folie ? Je crois que c'est d'abord le lieu, l'histoire aussi, mais le lieu, et pour ceux qui connaissent, il y a vraiment une énergie, une profondeur, une constance dans ce lieu qui est extraordinaire.
Et puis, c'est un bâtiment qui a un peu plus de qui a 500 ans maintenant à peu près. Mais à l'époque, c'était une prouesse technologique. C'est la première application du traité de Charliot qui formalise l'architecture de la Renaissance, finalement, en France, et en Auvergne particulièrement. Et donc c'est quelque chose assez original. Oui. Mais alors, c'était vraiment en ruine quand vous trouvez le château, hein. Oui. On a eu la chance d'avoir un petit restaurateur à côté qui faisait bien les choses et qui donnait envie à toute l'équipe de venir tous les week-ends. Et aujourd'hui, il est dans quel état ce château? On peut y faire un vue d'Auvergne? J'ai passé la main de la présidence en 2008. C'est Pierre Courteserre qui l'a repris et qui a donné une impulsion beaucoup plus forte ces dernières années. Et donc il est dans une phase de consolidation, de confortation de la restauration extérieure avec un projet de terminaison des toitures. Donc au beau jour, on peut y faire un vue d'Auvergne. On peut y faire une petite vue d'Auvergne. Mais au beau jour. Vous avez aussi concouru à la création d'une fédération des associations d'insertion et de sauvegarde du patrimoine. Ce sont des choses qui vous touchent, qui sont importantes pour vous? Elle n'existe plus, cette fédération, mais à l'époque, oui, ce que je trouvais intéressant, c'était de trouver des lieux d'exception qui avaient besoin d'intervention et d'utiliser ce moment pour insérer des personnes qui avaient des difficultés à rentrer sur le marché du travail, souvent sans compétences, avec peu de confiance en elles. Et travailler sur des objets d'exception, ça finit par rendre les gens un peu exceptionnels. Et on a eu des réussites assez spectaculaires, enfin spectaculaires, non, restons... Les lieux peuvent nous donner de la fierté? Ah, je pense, oui. Le bel ouvrage, oui. C'est quelque chose qui permet à des gens qui n'ont pas confiance en eux de quelquefois se révéler. Une dernière question également un peu plus personnelle. Comment donne-t-on de la fierté aux personnes qui vous entourent pour qu'elles restent à vos côtés et puis qu'elles donnent envie à d'autres de vous rejoindre dans le groupe? Je pense que c'est en leur montrant que collectivement, ensemble, on peut faire des choses exceptionnelles. C'est encore cette notion d'exception. C'est souvent la qualité, la cohérence, la complémentarité des équipes qui permettent de relever des défis. Je vais donner juste un exemple qui est un peu incroyable, si j'ai une seconde. Allez-y. Et c'est vraiment mon équipe de recherche, c'est pas moi qui suis à l'origine de ce sujet, c'est vraiment l'équipe de recherche. On vient en septembre d'être nommé membre associé de l'Open Lab du CERN de Genève. Alors on connaît l'institution du CERN, mais il y a 8 entreprises dans le monde qui sont membres associés de l'Open Lab du CERN. Félicitations. IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, Google, Huawei et Siemens. Et la 8e, c'est nous. Rien que ça s'applaudit. Donc, pas moi, l'équipe. Pour l'anecdote, ça m'a paru tellement facile que j'ai cru que c'était très facile et que tout le monde y avait accès. Donc je leur ai demandé combien il y a d'entreprises françaises. Aucune. Mondiale. Et puis après, j'ai demandé de les citer. Et on recevait hier à Paris, dans nos locaux, le comité de l'Open Lab du CERN pour lancer la cryptographie quantique, qui est la frontière absolue actuellement de la physique. Et c'est nos équipes et une équipe de Clermont qui va porter la cryptographie de ces sujets. Donc, pour dire ce qu'on peut faire avec une équipe. Et la fierté, elle est là. Et la fierté, elle est là. Arriver à faire cela avec des gens qui individuellement peuvent être, on est chacun assez ordinaire finalement individuellement, je trouve que c'est une grande fierté. Et vous aurez remarqué, mesdames, messieurs, dans les deux salles, et vous qui regardez la vidéo, avec quelle humilité Laurent Carreda dit les choses. Laurent Carreda. Merci beaucoup.
Que de souvenirs. Viaduc de Garabi, nous sommes montés sur le tablier du viaduc de Garabi. Tu te souviens, Georges ? C'est la maréchaussée qui nous en a délogés, puisque nous n'avions pas le droit de monter sur le tablier du viaduc de Garabi. Jean-Anaël Gob, merci d'être avec nous. Vous dirigez Arestis Web, agence digitale créée en 2016 et qui accompagne ses clients dans une logique éco-responsable. C'était quoi ce qui vous a poussé à créer votre entreprise ? C'est un rêve de gosse ou le rêve il est arrivé un peu plus tard, comme une évidence ? Alors bonsoir à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Moi je suis créatif de nature, c'est-à-dire que j'ai toujours créé, je suis musicien, j'ai écrit une 40aine de chansons, j'ai écrit le double de poèmes à la fac. Donc j'ai voulu créer mon entreprise il y a déjà 10 ans. Beaucoup de gens qui ont souri là, voilà. Ça parle ça. Donc j'ai voulu créer mon entreprise il y a 10 ans, déjà dans l'accompagnement des personnes, et puis j'ai eu une deuxième idée derrière, puisque la première j'ai pas eu et je l'ai pas réalisée, c'était de créer sur tout ce qui est événementiel. Et puis j'ai fait ni l'une ni l'autre, j'étais pas prêt, sans doute pas assez mature. Et puis il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, on est avec un ancien collègue, on est parti et puis j'avais fait le tour un peu de la question sur mon ancien métier. Et j'aime bien les challenges, je suis plus challenger que compétiteur, donc j'avais envie de relever un nouveau challenge. Et vous vous êtes dit, voilà, cette fois j'y vais. Cette fois on y va. Quand vous écoutez des success stories comme celle de Laure, de Claude, de Laurent, de Rémi, je les appelle par leur prénom, vous vous dites quoi ? Alors je me dis 2 choses, je me dis d'une part que c'est inspirant, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est inspirant et exceptionnel. Ça me donne envie de continuer toujours plus loin, toujours plus fort. Ouais. Les difficultés que vous avez rencontrées en créant ou pour créer ? Alors, les difficultés pour créer, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est pas les difficultés pour créer, c'est les difficultés surtout pour avancer et continuer d'avancer quand les signaux sont parfois au rouge. Quand la période est compliquée, quand par exemple vous avez recruté 2-3 personnes compétentes qui s'avèrent être en plus des connaissances proches et qu'il faut passer au licenciement économique, ça c'est toujours un peu compliqué. Et puis après il y a le rebondissement qui arrive et puis l'enchaînement comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc effectivement il y a un an on n'était pas très bien, aujourd'hui on est beaucoup mieux et parce qu'on a été bien entouré aussi. Alors justement, parlez-nous de vos soutiens, les soutiens de la première heure et puis ceux d'aujourd'hui, au bout de 3 ans. Alors, le soutien de la première heure, le premier à nous avoir fait confiance, c'est Mathieu Verne qui dirige Référencéo. C'est un référenceur de renom dans notre métier sur l'Auvergne. Il nous a fait confiance. Ça faisait 1 semaine qu'on venait de poser nos valises à Pascalis et puis à l'hôtel d'entreprise à La Part-Dieu. Et puis autour d'un café, on a discuté et il nous a transféré toute la partie optimisation du référencement Google. Donc on a mutualisé les process avec lui. Il a pris 2 demi-journées entières, et alors qu'il est toujours débordé, et encore plus maintenant. Et ça faisait, lui, 8 ans qu'il faisait ça. Et nous, on venait, ça faisait 1 semaine. Et du coup, il nous a fait confiance naturellement, c'est devenu un ami. Et puis maintenant... Vous pensez que c'est parce que vous lui avez plu ? C'est un peu la question que j'ai posée tout à l'heure à Rémi Bourdier par rapport à son banquier. C'est la personne qui porte le projet qui, à un moment donné, va faire la différence ? Il y a l'humain, c'est évident. Nous, on travaille, notre spécialité, c'est l'UX design. L'humain est au centre de cette technique, puisque c'est l'expérience utilisateur. Donc l'utilisateur, c'est un humain. Derrière n'importe quel service numérique, vous avez un humain qui le manipule à un moment ou à un autre. Donc on met l'humain avant tout. Et effectivement, avec Mathieu, ça a été ça. Aujourd'hui, il y en a d'autres. Je pourrais citer Audrey Pouchol qui nous a fait confiance, ou Julie Buis d'Eora qui nous accompagne sur l'ensemble du développement de la société et qui va bien au-delà de ses prérogatives. C'est quoi les développements là, pour les 6 mois qui viennent ? Les 6 mois, on est sur un programme avec Google France qui est venu nous chercher.
On a eu l'honneur d'être la seule entreprise auvergnate sur un programme qui rassemble que des... Comment on fait pour frapper à la porte de Google France? On envoie un mail, on envoie une carte de visite? On n'a Parce que rien ça envoyé paraissait du tout. tellement naturel tout à l'heure quand Laurent Carreda disait qu'il avait été voir les grands de notre pays pour proposer ces innovations. Vous aussi, allez, salut, c'est moi. Alors, nous, on n'a rien fait du tout. On est venu nous chercher C'est encore mieux. sur un programme de 3 mois pour le premier trimestre 2020 où on est sur la brique UX Design. Et en fait, c'est Google France l'hôte et le principal financeur. Il y a beaucoup de partenaires parisiens dans différents domaines d'expertise et on est les seuls provinciaux à avoir été choisis. Donc en fait, quand Google vous invite, vous y allez sans trop rechigner sur la date. Donc on s'est rendu disponible il y a 10 jours pour aller à Google France à Paris 9. C'était exceptionnel. Ouais. Une question inspirée aussi par la date de création de CSP, dont on parlait tout à l'heure avec Laure Brenas-Baudry, les 45 ans du cabinet groupe Gestion 4. Aujourd'hui, vous êtes une start-up. Demain, vous aspirez forcément à être une entreprise durable. Oui. Et j'ose, une vraie entreprise qui s'installe dans le temps. On s'y prépare comment à ça? De passer du statut de start-up au statut d'entreprise durable? Alors, la difficulté qu'on a, nous, chez Arestis, c'est qu'on est sur un modèle hybride. C'est-à-dire qu'on a la partie agence, où on fait de la prestation d'expertise, et on fait de la création, de la refonte de sites éco-conçus, pour pouvoir vivre et alimenter les comptes. Et de l'autre côté, on a la partie start-up, où on va faire de la R&D sur des projets liés à l'éco-conception. Il faut que l'agence puisse alimenter la partie start-up. Parce que pour rappel, Facebook a été déficitaire comptablement pendant 11 ans. donc la partie start-up est forcément déficitaire et elle nous prend de la trésorerie. Donc ça, c'est le but. Aujourd'hui, on est sur une logique de levée de fonds parce qu'on a tiré sur la trésorerie interne pour pouvoir financer notre recherche sur des projets internes. Aujourd'hui, on veut aller vraiment à l'extérieur pour essayer de convaincre que ces projets-là, c'est des beaux projets qui peuvent réussir. Les chiffres sont là. La green tech est totalement à la mode et pousse très fort en ce moment. Donc le but, c'est vraiment sur ces projets-là d'aller voir des personnes et de faire en sorte qu'on ait un effet de bascule pour que la partie start-up soit plus un boulet, mais au contraire soit un réacteur pour pouvoir décoller. C'est ce que l'on vous souhaite, bien sûr. Jean-Anaël Gob, mesdames, messieurs. Merci à vous. Les images de la ville du Puy-en-Velay. Je voudrais remercier les partenaires qui nous suivent de soirée en soirée, de collection en collection. Certains sont présents depuis le départ, c'est-à-dire cette année. Les restaurants McDo avec Alain Soro, le groupe EDF avec Hervé Poher et Alain Martel en son temps. Merci aux autres de nous soutenir, la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin, Pascal Pouillet, l'entreprise Peretti, l'art et la matière, Hugues Hortefeux, le groupe Gestion 4, Claude Aubert, Jean-Edern Mazeron, et la région Auvergne-Rhône-Alpes dont je parlais tout à l'heure et dont le président Laurent Wauquiez vient de renouveler le partenariat pour 2020. Merci, monsieur le représentant du président Wauquiez. D'autres grands noms s'annoncent, mais pour le moment, je n'en dis pas plus. Je voudrais remercier aussi le partenariat de HRIT, Françoise Constanti, Arestis Web, le journal de l'Écho, Lionel Chaumeil, le journal Info Magazine. Certains de nos partenaires nous quittent, ça c'est la vie naturelle de tous les projets d'ailleurs, hein, même un projet d'entreprise, il y a des partenaires qui arrivent, des partenaires qui s'en vont. On me fait signe que oui, au premier rang, et puis des partenaires qui reviennent un jour et d'autres qui arriveront encore. Marie-Thé Ribeiro d'ailleurs et Françoise Perret-Bernard et Marie Biguet peuvent vous renseigner tout à l'heure sur la manière de rejoindre la famille des partenaires Vue d'Auvergne.
Bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Ah oui, mais moi je ne rentre pas dans les détails de madame ou mademoiselle, moi je reste sur mademoiselle. On s'est vu, c'était quand? Mardi soir, dans un autre lieu, et j'ai eu grand plaisir à vous remettre un prix. Alors, on va expliquer pourquoi vous avez reçu un prix. Mégane Suc, vous êtes fondatrice de Créa. C'est une structure qui permet, écoutez bien mesdames, messieurs, de faire de l'animal un créateur de liens. Et puis, à vos côtés, Guillaume Gasparin, fondateur de VéloKit, une solution d'assistance électrique sur les vélos classiques, solution que l'on peut installer soi-même. Mardi, vous étiez accompagné de Ose. Effectivement. Parlez-nous de Ose. Bonsoir déjà, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un honneur pour moi d'être ici. Ose, du coup, c'est mon Golden Retriever qui a 15 mois, qui est mon premier chien, que j'ai adopté pour travailler avec moi en médiation animale, et donc qui était avec moi mardi, puisqu'il est en cours de formation pour travailler au sein de Créa. Vous avez décidé de créer une start-up grâce notamment aux pépites de Clermont. Tous les deux, vous êtes issus des pépites de Clermont. La directrice des pépites viendra nous dire un mot dans un instant, Hélène Marian. Pourquoi la médiation animale à travers une start-up? Pourquoi? Parce que la médiation animale, c'est quand même une pratique qui est très récente. Et on va dire que quand j'ai eu le projet il y a 5 ans, ça n'existait pratiquement pas. Enfin, en tout cas, on connaissait un peu l'apport des animaux, mais personne ne pratiquait vraiment ce métier. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'être salariée dans une entreprise quand j'ai travaillé au Québec. Mais je vous dirais que même si j'avais peur d'entreprendre, j'avais aussi vraiment envie de créer ma chose à moi, en fait, de me dire que c'est moi qui ai mis mon empreinte sur quelque chose. Vous vous retrouvez dans tout ce qui a été dit ce soir par ces témoins des success stories? Totalement, je pense qu'on est tous passés un peu par les mêmes problématiques, même si moi j'en suis vraiment qu'au début, mais je me reconnais vraiment surtout dans la passion en fait qui nous anime, parce que moi si je suis fondatrice aujourd'hui de Créa, c'est pas forcément parce que j'avais envie d'entreprendre, c'est surtout parce que j'étais passionnée par mon métier, je savais que je pouvais faire quand même de grandes choses, je pense, en tout cas c'est ce que j'espère. Et donc vraiment cette passion qui anime, c'est ça qui me... On revient quelques instants à Créa et le cœur même de votre métier. Vous proposez que la médiation entre plusieurs individus se réalise ou se vive à travers un animal, c'est ça? Effectivement. Qu'est-ce que l'animal va apporter de plus qu'une bonne poignée de main entre nous? Alors, comme je vous ai dit, une poignée de main, ça crée du lien. Non, mais ça, vous me l'avez dit mardi. Il faut le redire ce soir. Oui, la poignée de main, ça reste un contact avec l'humain, mais on va dire que l'avantage des animaux, c'est qu'en général, c'est un point commun à beaucoup de personnes. J'ai rencontré peu de personnes qui n'aiment pas les animaux. En général, c'est quelque chose vraiment qui nous unit. Et il y a aussi cet effet... L'animal, comme je disais, il crée du lien parce qu'il va ouvrir un peu des portes avec les personnes. Il va tout de suite, quand on va voir un animal, en général, on a un petit sourire qui va... Moi, par exemple, quand je me promène avec mon chien dans la rue, les gens me parlent. Quand je suis toute seule, on ne me parle pratiquement pas. Donc, vraiment, ça crée du lien avec les personnes, ça rompt les barrières, en fait, et ça permet plus facilement de communiquer avec quelqu'un. Cette médiation animale, c'est avec tout type d'animaux, les nôtres, ou vous amenez forcément des animaux que vous avez préparés, dressés? Alors, l'animal de médiation ne s'improvise pas, c'est comme l'intervenant en médiation animale non plus, on ne s'improvise pas, il faut être formé pour ce travail. L'animal, en fait, il requiert surtout un gros processus de sélection, puisqu'on va lui demander quand même d'être dans un milieu confiné, d'être avec beaucoup de personnes, on va lui demander des commandes, on va lui demander d'être couché. Donc c'est quelque chose vraiment qui peut être très prenant pour l'animal, donc il va vraiment y avoir des critères de sélection, comme notamment par exemple il faut avoir un animal qui n'est pas peureux, qui va vraiment aimer aller vers les gens. Donc effectivement ça ne s'improvise pas avec n'importe quel animal, il y a toute une sélection au préalable. Restez avec nous, Mégane Suc. Guillaume Gasparin, fondateur de VéloKit, c'est une solution d'assistance électrique sur les vélos classiques, solution à installer soi-même. Alors, Mégane n'est pas venue avec Ose, son chien, mais vous êtes venu avec votre vélo. Et c'est Tanguy qui vous amène le vélo et vous allez nous expliquer un petit peu, certainement la première fois que cet hôtel particulier de la Drac voit un vélo
son salon d'honneur. Alors, racontez-nous un peu comment ça fonctionne. Alors déjà, bonsoir à tous et puis merci pour l'invitation. Aussi très honoré d'être là parmi vous ce soir. Et donc, VéloKit, donc, vous avez une présentation ici de ce que ça peut rendre sur un vélo. Donc le vélo à la base, c'est un vélo traditionnel, plutôt classique. Le vélo est même celui de mon grand-père que j'ai repeint, sur lequel j'ai adapté donc la solution qui se compose d'une sacoche dans laquelle vous allez retrouver tout ce qui est électronique, batterie, et ensuite la roue où vous retrouvez le moteur qui est au niveau du moyeu. Alors, cette solution, elle se monte en environ 30 minutes sur un vélo. Elle est faite pour que ça soit le plus accessible possible à tout le monde. Et, sur tout type de vélo. Sur tout type de vélo, surtout sur les anciens vélos, du fait de l'esthétique. Le but est vraiment de travailler sur cette esthétique, d'avoir un vélo qui à la fin est joli et pas comme les vélos qu'on peut retrouver aujourd'hui avec des esthétiques plutôt grossières et des gros tubes. Je présume que vous aussi, vous êtes passé par cette aventure de l'entrepreneuriat, et vous êtes encore dans l'aventure de l'entrepreneuriat, on en parle dans un instant, mais d'abord parlez-nous de l'idée. C'est une idée innovante, révolutionnaire aussi? C'est une idée qui existe déjà. On trouve sur le commerce en fait, des kits pour adapter sur des vélos existants, mais pas du tout tournés sur l'esthétique. En fait, aujourd'hui, si vous voulez quelque chose qui s'adapte sur un ancien vélo et qui reste joli, il n'existe que VéloKit. Voilà. Alors, vous allez la refaire, mais à la fin, je vous donne un petit cours de radio. À la fin, vous baissez la voix. Comme ça, on est sûr qu'on peut vous applaudir. Allez-y, recommencez. Qu'est-ce que je disais Il n'existe que VéloKit. Il n'existe que VéloKit. Bravo, voilà. Comme pour Mégane, c'est un matin, vous avez eu envie de monter cette entreprise. Vous aviez l'idée avant l'entreprise, vous aviez l'entreprise et il vous manquait l'idée. C'est dans quel sens que les choses se sont faites? Tout est arrivé un peu en même temps. En fait, c'est né d'une histoire personnelle, c'est de ma formation. Je suis d'abord issu de l'école d'ingénieurs Sigma à Clermont, anciennement appelée IFMA. Et j'ai fait un double diplôme avec l'ESC à Clermont. Sauf que pour se rendre sur le lieu d'études, c'était deux choses différentes. Sur le campus des CESO, vous pouvez y aller en voiture. À l'ESC, la voiture, c'est pas possible. Donc je me suis mis au vélo, mais je suis passé tout de suite au vélo électrique parce que j'avais pas envie d'être fatigué en arrivant. Et c'est comme ça qu'est né ce produit. J'ai voulu faire quelque chose à mon image, vraiment esthétique. Et c'est en discutant avec des gens dans la rue que l'envie d'entreprendre est arrivée. Même question qu'à Mégane tout à l'heure, quand vous entendez nos témoins s'exprimer depuis maintenant une petite heure, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est l'effervescence totale et se dire qu'ils ont exactement la même envie que nous, ils sont passés par, à mon avis, les mêmes étapes aussi, et se dire on commence petit comme ça, c'est dur, mais demain... on voit que ça peut être vraiment une très belle réussite. Hélène Marian, je vais vous demander de me rejoindre. Approchez-vous de Mégane, prenez le micro. Vous êtes la directrice de la structure Pépite qui nous vaut de repérer ce type de talent, ce type de pépites. Comment vous les avez repérés, eux? Alors, à vrai dire, on ne les repère pas. C'est eux qui viennent à nous. Pépite, c'est donc le pôle étudiant pour l'innovation technologique et l'entrepreneuriat. C'est une structure universitaire. Je suis directrice de cette structure pour le compte de tout le site universitaire et on accompagne tous les étudiants qui sont porteurs d'un projet. Et donc notre rôle, c'est de sensibiliser le plus grand nombre d'étudiants à l'entrepreneuriat et ensuite d'accompagner ceux qui souhaitent se lancer. Mais eux deux ont des idées un peu innovantes quand même. Eux deux font partie des étudiants qu'on est fiers de faire témoigner, de suivre et qui font partie des belles histoires. Mégane a eu plusieurs prix d'ailleurs, je crois. Elle a eu le prix de l'innovation sociale, donc du journal de l'Écho, au trophée de l'innovation. Ça, c'était mardi, mais vous avez eu d'autres prix, je crois. Alors, elle a été primée sur notre concours annuel du prix entrepreneuriat étudiant. Guillaume a été lauréat national. Il a eu son prix remis par la ministre le 10 octobre dernier. Et puis nous suivons plus de 100 étudiants depuis cette année. Et vous avez d'autres pépites comme ça? Alors, il y en a 30 en France, puisqu'il y a à peu près un pépite par site universitaire. C'est des structures qui ont été demandées par le ministère et on est labellisé par le ministère.
Merci, bravo. On peut applaudir aussi de cette structure dite des pépites. Je vais rappeler toutes les personnes qui se sont exprimées ce soir pour la photo finale et puis le salut, forcément. Voilà, pile. C'est l'heure du cocktail, ça c'était pas prévu, mais on est pile dans les temps. Rapprochez-vous. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Un petit détail technique à propos de photos, mais je vois que vous prenez tous beaucoup de photos. Si certains d'entre vous ne souhaitent pas être sur les images, qu'ils nous le fassent savoir pendant le temps du cocktail. Vue d'Auvergne est vraiment heureuse. La collection est heureuse de vous savoir, nombreux, fidèles, d'émission en émission. Vous avez vu comme ils jouent le jeu des photos. Hein. Merci, faites connaître aussi notre travail. C'est quelque chose dont nous avons besoin. Merci à celles et ceux qui m'ont aidé sur la réalisation de l'émission. Eric Morcheser, nous avons bien sûr Françoise Perret-Bernard, Chloé Bonafou, Tanguy Delépine, Marité Ribeiro. Et nous avons aussi Greg, ça y est, j'ai retrouvé ton prénom, Greg Long, pardonne-moi. Il fait un peu chaud et j'ai soif, vous en doutez. On va tous aller boire un coup. Merci beaucoup, bonne soirée.